On est bon ? On est bon. Allez, on est parti. Enfin, m'emmerdez pas. Vous savez pas, je refais à chaque fois le... On a plus les droits, c'est con. Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, un coup de dimanche, petit quoi à la con! Bonjour et bienvenue dans Tonnerre sous les podcasts, le format audio de X. Dans ce podcast, l'équipe de X défile au micro pour présenter et creuser les grandes œuvres qui ont marqué notre vie, que ce soit du cinéma, de la BD, de la série, de la littérature. Je suis Alexandre et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Cyril. Salut Cyril. Salut. Et Roman. Salut Roman. Salut. Pour parler du film de Tim Burton, Big Fish. Alors Big Fish, sorti en 2003, c'est une adaptation du livre de Daniel Wallace qui est sorti 5 ans avant. C'est le 10e film du réalisateur qui à ce moment-là est au sommet de sa gloire. Hein. Et c'est un projet donc d'abord lancé par Steven Spielberg avec Jack Nicholson dans le rôle principal. Et c'est finalement Tim Burton, 4 ans plus tard, qui récupère le projet après la perte de son père en 2000, puis de sa mère en 2002. Le film regroupe Ewan McGregor, Billy Crudup, débrouillez-vous. Albert Finney, Jessica Lange et Helena Bonham Carter pour la Xème collaboration. Et le film connaît un accueil plutôt positif puisqu'il reçoit 4 nominations au Golden Globe. Mais Big Fish a une place toute particulière dans la filmo de Tim Burton, puisque c'est un peu considéré comme soit le dernier grand film du cinéaste, soit le début de la fin. Alors, nul doute que ce film est celui de la transition, entre deux facettes de la filmographie de Tim Burton, mais le débat fait rage depuis de nombreuses années sur la qualité du film et sa signification, sur l'évolution de son créateur, puisque ces films ont toujours été très personnels. Mais alors, qu'y a-t-il dans Big Fish qui déchaîne ainsi les passions ? Que retenir de ce film de transition et quelles en sont les limites ? Afin de tirer au clair cette sombre histoire, Cyril et Roman se sont proposés d'analyser ensemble ce film, et ce malgré leurs désaccords. Alors Cyril, Roman, on est prêts à se battre ? Peut-être pas, on va pas se faire du mal. Hein. Non mais finalement on est d'accord. On a changé au final. Au revoir, c'était super. Bon, c'était sympa. Et c'était Tonnerre sous les podcasts. Non, mais c'est bien placé ça comme problématique, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. On est bien. Ah bah, je suis un métier. Hein, bravo. Ah, bah, alors. Bon les gars, alors merci beaucoup de participer à ça me fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Ce que je vous propose, c'est de peut-être commencer en présentant d'abord d'un point de vue personnel la place de ce film dans votre cinéphilie, dans votre parcours, comment vous l'avez découvert, pour que les gens connaissent comment voilà, il est arrivé dans votre vie. Puis ce sera en lien avec l'intro du coup, parce que je pense que ça symbolise un peu ce que t'as décrit quoi, donc ouais. Bah écoute, Cyril, tu veux commencer ? Ouais, carrément. En fait, ça a commencé parce que... Ça a commencé grâce à Johnny Depp en fait. À chaque fois, c'est toujours le cinéma. Pour moi, c'est Johnny Depp. Ça tout a commencé avec Johnny Depp. Les Freddy, c'est grâce à voilà tout. Je vois que Johnny Depp tourne beaucoup avec Tim Burton. Du coup, je m'intéresse à Tim Burton et je vois qu'il y a Big Fish et c'est marrant parce que il dénote complètement des films que je venais de voir en fait. Donc moi, je connaissais Sleepy Hollow. Je connaissais Le Mariage. Les Noces Funèbres. Les Noces Funèbres. Bon, Étrange Noël Monsieur Jack, même si c'est pas lui qui a réalisé, mais en tout cas, on est toujours dans l'univers c'est super important dans ces films. Donc voilà, et de Roman Argent. Et là, je me dis, merde, tiens, c'est marrant, Big Fish, c'est pas pareil. Et du coup, j'aime beaucoup Big Fish, surtout aussi parce que, oui, je suis très influencé par les acteurs. Il y a Ewan McGregor, et j'adore ce mec. Mais ça, on revoit au podcast sur Star Wars où on avait dit que c'était aussi Ewan McGregor qui portait la prélogie à bout de bras. Non, mais c'est aussi parce que j'adorais Ewan McGregor dans Star Wars que je me suis dit, attends, là il y a Tim Burton, il y a Ewan McGregor, bah c'est bien. Bah, moi j'aime bien. Non, mais c'est beaucoup. Moi j'ai vraiment un rapport très affectif avec les acteurs en fait. Et donc voilà, c'est un film que j'aime bien. À un moment donné dans ma vie, je rencontre Roman, on parle, puis il fait, et lui il fait, moi je n'aime pas ce film. En tout cas, il aime pas, enfin, on partage pas le même point de vue sur le film, mais un rapport émotionnel. Ça a été la fin d'une amitié. Et non, on s'est beaucoup battu physiquement, je veux dire, oui, mais toujours avec beaucoup de respect. Bien sûr. Et au lieu de me dire, bah tiens, lui, c'est un con, il aime pas ce que j'aime, je me suis dit, ben non, pourquoi moi j'aime bien ça ? Et c'est pour ça que je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que j'aime bien dans Big Fish ? Et on en est là aujourd'hui. Et toi, Roman ? Ouais, bah moi du coup, pareil, moi Burton, il a toujours été un peu dans mon paysage parce que petit, j'avais la cassette de Monsieur Jack, j'avais ses Batman. Petit, j'aimais bien les Batman de Tim Burton.
Donc en grandissant, je regardais un peu les films du bonhomme. J'ai jamais été extrêmement fan de Burton, mais c'est vrai que il a toujours fait partie de mon paysage, j'ai toujours aimé en partie ses films, quoi. Donc voilà, Sleepy Hollow, qui est un de mes préférés, Édouard aux mains d'argent, enfin, ces films-là que j'aimais vraiment beaucoup. Puis, comme je regardais la filmo du monsieur, je me rendais bien compte qu'il arrivait à un moment, il y avait un souci. parce que moi, je fais partie de ceux qui sont allés voir Alice en salle. Oui, je partage sa douleur. Ouais, moi Donc, aussi. Voilà. Donc, il y a quand même le sentiment de merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en regardant sa filmo, juste avant Big Fish, il y a Planète des singes, où là, il commence à naître de Burton et il commence à... Voilà, et pour moi, Big Fish, c'est un film qui est un peu dans la continuité de ce qui va pas, en fait. Et donc, de mon rapport à Big Fish, parce que c'est ça qui est rigolo en plus, et là, c'est l'occasion dans le podcast d'en parler, hein, c'est que, en théorie, c'est un film que j'ai envie d'aimer, moi. C'est un film, j'ai envie de l'aimer. Mais à chaque fois que je me retrouve avec un cercle d'amis, et pas que toi, hein, c'est vraiment beaucoup d'amis, hein, vraiment beaucoup d'amis, quand arrive le moment où je dis « Ouais, mais moi, j'aime pas Big Fish », j'étais « Ah bon ?» Mais vraiment, mais des gens, parce qu'ils me connaissent, ils connaissent un peu ce qui me préoccupe dans le cinéma, dans tout ça, et donc il y a une vraie surprise de se dire ah bon, genre t'aimes pas Big Fish, pourtant c'est ce que t'aimes plus quoi. Et oui, et pourtant la vision de Big Fish, moi, elle est un peu douloureuse quoi. Ouais, on rentrera dans le détail de ça justement en deuxième partie du podcast, parce que c'est effectivement là-dessus qu'il y a une distinction. Ouais. Est-ce qu'avant ça, Ronan, tu peux nous parler un petit peu de la genèse du projet, de sa place dans la filmo de Burton, tout ça ? Ouais, totalement. Alors Burton, on va pas revenir sur ses débuts. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent le connaissent un peu, mais en gros, voilà, Burton, sa carrière au moment où Big Fish arrive, la carrière de Burton elle est déjà bien installée, c'est-à-dire que ses plus gros cartons sont derrière lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un moment de transition parce que Burton s'est toujours vu comme quelqu'un de créatif. Quelqu'un capable d'être un directeur artistique de génie. Il a travaillé pour Disney en tant qu'animateur et c'était des années de frustration horrible pour lui. Il s'est toujours vu comme quelqu'un vraiment de créatif. Je vous invite à revoir Batman le défi, où en fait il fait plus un film de monstre. Il est plus intéressé par les ennemis de Batman que par Batman et il va mettre son style à lui. Et il avait cette espèce de phrase de dire je ne suis pas un James Cameron. Vous vous trompez, je ne suis pas un James Cameron. Donc il a été très mal compris cette phrase. Très mal compris cette phrase. C'est-à-dire que pour une partie de la critique française, c'était ah oui, lui c'est un vrai artiste, c'est pas un vendu qui fait des blockbusters. Burton il dit pas ça. Burton il dit je suis pas un vrai cinéaste. C'est-à-dire que comment placer la caméra pour faire comprendre les enjeux de mon scénar, je sais pas faire ça. C'est quelque chose, c'est très dur pour moi. Revoyez ces Batman, les scènes d'action, c'est laborieux quoi. Enfin filmer l'action, c'est laborieux parce que c'est pas ce qui l'intéresse. Sauf qu'à ce moment-là de sa filmo, il y a eu Sleepy Hollow. Et sur Sleepy Hollow, il y avait déjà eu cette volonté d'un peu de sortir de là, de se dire, en fait, bon allez, si je travaille, je peux faire de la mise en scène, je peux jouer avec le montage, je peux un peu plus bosser sur ça. On peut renvoyer à l'excellente vidéo de Monsieur Bobine sur Sleepy Hollow qui a très bien analysé cet aspect. C'est exactement ça. Et donc, c'est une période où Burton se dit, ok, je peux être un cinéaste, un vrai. Il va commencer à se rapprocher de gros producteurs, donc il va se mettre d'amitié avec Zanuck et Brand. Donc tu parlais que Spielberg a failli faire Big Fish, Zanuck et Brand c'est les producteurs des Dents de la Mer, c'est les producteurs qui ont lancé la carrière de Spielberg, il se rapproche d'eux, et c'est comme ça qu'il va se retrouver sur La Planète des singes, qui était une tentative de blockbuster plus, c'était sa tentative de James Cameron en fait au final, c'était voilà, je vais essayer de faire un gros film de SF, ça a laissé plusieurs personnes sur le carreau, quoi. Y compris Burton, hein, il garde un mauvais souvenir de ce moment-là. Et là, il y a Big Fish qui apparaît. C'est-à-dire que le Zanuck et Band ont réussi à choper... c'est la Columbia qui a réussi à choper un script adapté du roman original. Et il cherche quelqu'un pour l'adapter. C'est à ce moment-là où Zanuck et Brand fait des pieds et des mains pour avoir Spielberg. Il va bosser un certain temps, comme tu as précisé dans ton intro dessus. Le rôle est pensé pour Jack Nicholson, le rôle du père est pensé pour Jack Nicholson. Et au final, le projet va être tellement long pour se mettre en place. Et comme
Spielberg, c'est dans sa période où il a besoin de faire 1 voire 2 films par an. Donc, allez, ça prend trop de temps, je m'en vais. Au final, son Big Fish à lui, ça va être le film qui va faire la place, à savoir Arrête-moi si tu peux. Parce que c'est ça qui est rigolo, c'est qu'au final, c'est des films qui disent à peu près la même chose sur le pourquoi on raconte des histoires, sur voilà, donc sur le rapport au mensonge, sur donc c'est ça qui est intéressant. Mais là, Zanuck et Brand, enfin juste Zanuck, Brand, à ce moment-là, non, il n'est pas encore décédé, mais ils travaillent déjà plus ensemble. Mais à ce moment-là, Richard Zanuck, le producteur, bon bah j'ai Burton sous la main, et en plus, c'est des thématiques qui ne peuvent que plaire à Burton. Donc les enjeux pour Burton, bah, c'est déjà un film un peu plus intimiste, contrairement au gros blockbuster qui était La planète des singes. Donc déjà il y a ce truc de retour aux sources, retour sur un plus petit plateau, retour avec un nombre de comédiens un peu plus restreint, enfin il avait ce besoin-là. Comme tu l'as recontextualisé, il a perdu ses parents, donc et là c'est un scénario qui quand même parle de ça. Donc il y a un peu l'occasion aussi pour lui d'exorciser des choses qui le tracassent et qui le tourmentent. Et aussi, quand je parle de retour aux sources, faut faire une toute petite parenthèse sur c'est quoi Big Fish, donc le roman. C'est que ça fait partie et là je vais sortir mon plus bel accent américain, du Southern Gothic. J'ai voyagé. Ah, magnifique. Je suis jet lag là, ça y est. C'est chiant à dire cette merde. Southern Gothic. Ouais, voilà, exactement. Donc, le gothique du sud. Voilà, gothique du sud, tout simplement. Qui en fait est un genre littéraire, cinématographique et aussi musical, où l'intérêt c'est que comme ce sont des régions américaines pauvres, précaires, qui ont souffert, donc vraiment là on parle du bayou, quoi, on parle de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans, de ces endroits-là, est né là-dedans un genre qui raconte l'histoire de petites gens, mais qui va la raconter avec une vraie noblesse et beaucoup de respect, comme le faisait le gothique d'une certaine manière, sauf que là on va pas suivre des belles familles aristocrates anglaises, mais on va suivre des prolos du bayou, tout simplement. Mais le style littéraire, de la manière dont c'est écrit, ou alors au cinéma, de la manière dont c'est filmé, ça t'invite à voir le monde autrement en fait. Ça t'invite à y voir de la poésie quand même. Les gens ont peut-être vu ça à travers La Princesse et la Grenouille de Disney, qui prend place dans cet univers-là, qui a ce même propos, et en fait c'est vraiment ça, quoi. C'est revoir le bayou, le marais comme un endroit féerique, quoi. Totalement, mais c'est totalement ça. Moi j'aime bien citer la scène de La Nuit du Chasseur avec Robert Mitchum et de Charles Laughton, où voilà, La Nuit du Chasseur, donc c'est un grand classique de l'histoire du cinéma, et l'histoire elle est très terre à terre, il n'y a pas de fantastique dans cette histoire à proprement parler. Juste le moment où le personnage de Robert Mitchum va vouloir s'en prendre aux gamins et que les gamins vont prendre la fuite pour traverser une rivière avec une barque, Robert Mitchum est filmé comme un croque-mitaine et le marais devient quasiment enchanté en fait. Mais ça va pas être dans la diégèse de l'histoire, ça peut être dans le scénario, ça va être dans le comment on le filme. Donc du coup ce que je viens de décrire là pour quelqu'un comme Burton, et par rapport au scénario de Big Fish, sur le papier c'est formidable, quoi. Donc les fans qui ont eu peur en voyant La planète des singes se sentent tout de suite rassurés d'apprendre que ce projet-là va exister, quoi. Donc là on a un peu parlé de l'origine du film. Cyril, si tu veux un peu nous présenter le synopsis du film, un peu le résumer, voilà, Ouais, bien sûr. Histoire qu'on recale bien pour tout le monde l'histoire de Big Fish. Bah alors en fait, ça parle effectivement d'une relation père-fils entre d'un côté Will le fils et Edward Bloom le père. Alors comment ça se passe en fait? On a un rapide incipit sur le le père raconte des histoires à son fils et il raconte les mêmes histoires qu'on peut toujours quand Will grandit. Ça gave Will à un moment donné. Il décide de plus se parler. Donc heureusement Will se marie à une Française et déménage à Paris, vu sur la Tour Eiffel, comme tout bon film américain qui se respecte quand il filme à Paris. Tout se passe très bien, sauf qu'il apprend que son père est mourant en fait, donc il revient dans sa petite ville natale, du coup, revoir son père dans ses derniers jours et essayer d'en apprendre un peu plus. Donc voilà, l'idée c'est je voudrais comprendre la vraie histoire, qui tu es. Donc tout le long, ça va être une tentative de Will de je veux en savoir plus sur mon père, qui est mon père, c'est quoi la vraie histoire, je veux pas ces conneries qu'il me racontait avec les mouches qui enlèvent une bagnole. Donc c'est tout ça. Il va même faire sa petite enquête avec les personnages qu'il peut rencontrer. Pourquoi Will veut apprendre de son père? Parce qu'il va être lui-même père et qu'il veut
paf, il veut... du coup, il y a un parallèle, quoi. Que dire à mon fils, comment être, et du coup, c'est qui mon père, en fait. Moi, la façon dont j'ai aimé le film, en fait, c'est beaucoup du point de vue, encore une fois, de la narration de soi et de l'acceptation du récit de l'autre. Ah là là, oui, c'est complètement en continuité avec Hook. Mais on va plus loin. On renvoie il me semble que c'était le 3e podcast qu'on a fait sur Hook et le 4e sur Rick et Morty, où effectivement c'est des questions qu'on avait déjà un peu abordées, vous deux d'ailleurs avez déjà un peu abordé sur la question de la narration de soi. Effectivement, on est un peu dans la continuité. Bah c'est ça, la différence où Hook, c'est une question de narration dans une pragmatique, donc comment, genre je me vois comment, et donc comment ça va impacter mes actions futures. Est-ce que je suis Peter Pan, est-ce que je peux voler? Là, c'est pas le propos. Le propos, c'est plus est-ce que je peux accepter le récit que me fait mon père, alors que j'ai l'impression que ce sont de grosses conneries. Ouais. Et j'en ai marre. Je suis plus un gamin. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est assez intéressant en fin de compte de lier les deux. Bah du coup, alors juste avant de te lancer sur un peu l'analyse de cette question de la narration de soi, quand on entend ça, n'importe quel fan de Burton se dit mais incroyable, c'est un projet parfait pour lui, ça reprend tout ce qu'il a toujours traité, la féerie, la narration, le fait de s'imaginer un monde plus beau. Et alors, pourquoi c'est clivant à ce point? Pourquoi pour certains c'est le début de la fin? Qu'est-ce qui s'est passé à la réception de ce film? En fait, c'est très étonnant de se dire... Un film aussi parfait pour la filmographie du gars, comment ça se fait qu'une partie du public s'est aliénée, quoi? Je tente une réponse. Une piste en tout cas. Je tente une piste de réponse, ouais. Déjà, la réception, si on recontextualise comment le film a été accueilli, c'était assez intéressant parce qu'il y avait eu, si on parle des fans, voilà, il y a eu ce clivage des gens qui ont vu le début de la fin, ceux qui ont apprécié le projet. Une partie de la critique qui défendait, une partie de la critique ça, mais ce qui était rigolo, c'était donc je fais une petite parenthèse pour dire que ça existe aussi, il y avait une partie de la critique qui défendait le film parce que, le film de la maturité, enfin, voilà le pire argument. Parce toujours, que le vieux meurt à la fin, c'est ça? Voilà. Non mais, film de maturité, il y a un mature dans le film. C'est bien un film de maturité. Non mais c'est ça en fait, c'est en gros... il arrête avec ses ciseaux rigolos sur les mains, il parle enfin de vrais gens, et voilà, il y a du réel là-dedans, quoi. Donc, il y a ce truc-là qui pouvait être un peu gavant, mais on n'est pas forcément confronté à des gens qui te sortent cet argument-là. On peut être confronté avec des gens qui aiment sincèrement Big Fish, voilà. Et, personnellement, je sais pas si c'est une piste, là c'est juste ma parole, hein. Donc je sais pas si c'est une piste, mais c'est que moi j'ai pas forcément un rapport avec Burton sur le fantastique, le merveilleux. C'est-à-dire que quand il le fait à fond les ballons, je trouve ça très beau et je trouve que ça marche. Le pingouin dans Batman, c'est un bébé qui a abandonné, qui est recueilli par des pingouins. On va pas t'expliquer comment il a grandi, comment il a été élevé. T'acceptes le truc. Quand Burton fait ça, ça me va. C'est-à-dire que je demande pas à Burton. Mais par contre, c'est déjà arrivé dans la filmographie de Burton avant Big Fish. Je pense qu'on le développera peut-être plus tard, mais il a déjà fait Ed Wood à ce moment-là. Et donc Ed Wood, c'est un biopic, donc c'est censé raconter une histoire vraie. Et moi, Ed Wood, c'est un film que j'aime énormément. Ce qui fait que parce que j'ai déjà été confronté à des personnes qui me disent peut-être que tu n'aimes pas Big Fish parce que c'est peut-être son film qui se rapproche le plus d'une forme de réalisme. Alors, faut me définir réalisme, hein, mais non, je m'en fous. En fait, la problématique, elle est pas là. C'est que, à mon sens, dans Big Fish, et pour l'avoir revu ce matin avant d'enregistrer ce podcast, c'est plus un film sur le deuil parce que je le vis comme un film endeuillé, quoi. Je le vis comme un film. Je vois. Je suis désolé. De base, j'aime pas parler des films que j'aime pas. Mais alors là, en plus, pour ceux qui aiment Big Fish, je suis vraiment désolé, hein, mais moi, c'est un film où je vois quelqu'un mourir, en fait. C'est vraiment, je me lance Big Fish, et quand je le regarde, je vois quelqu'un mourir, mais je vois pas Bloom mourir, je vois Burton mourir, en fait, petit à petit. C'est-à-dire que je vois... Maintenant, vraiment, je vois que c'est de plus en plus dur pour lui de raconter des histoires et de croire aux histoires qu'il raconte, en fait. Il y a un truc comme ça en fait dans Big Fish, il y a un truc très bizarre comme ça dans Big Fish où l'humour sur moi il marche pas du tout, quoi. L'humour sur moi il marche pas du tout. Le fantastique comme ça, même pris avec un peu plus de recul, avec un peu plus de retrait, ça fait que je suis pas pris dedans, ce qui fait que
le propos du film même, il m'intéresse plus. C'est-à-dire que moi, arrivé à la moitié du film, à la question est-ce que Edward Bloom, ce qu'il dit c'est la réalité, ou est-ce qu'il ment, ou est-ce que c'est un beau conteur ou non, bah ça m'intéresse même plus en fait, parce que les histoires qu'il me raconte me touchent pas. Donc il y a, en tout cas dans ma réception du film, il y a un truc qui est de cet ordre-là. Et en fait j'ai l'impression, quand je lis certains critiques qui mettent Big Fish dans la catégorie des films qui sont un peu le début de la fin, j'ai l'impression que c'est un peu cet argument-là, parce qu'au final, quand on voit ce qu'est devenu Burton aujourd'hui, c'est un peu ça ce qu'on lui reproche, c'est de ne plus croire en ce qu'il fait, quoi. Et donc... Oui, c'est vrai qu'il y a eu un peu une réception comme ça de gens qui ont eu l'impression que d'un coup c'était forcé. Bon, on reviendra plus tard, je pense, on pourra aller plus dans le détail de ça, mais effectivement, voilà, donc au moment de la réception, il y a, ce qui peut paraître étonnant, l'idée que c'est comme si c'était tellement évident que ça le devenait plus. C'est-à-dire que c'était tellement évident que c'était une histoire burtonienne que ça, en fait, à croire que Burton, la narration paraissait forcée. C'est un peu l'argument qui ressort beaucoup. Ce qui est très, très étonnant d'un film qui parle de narration, justement, dont tout le propos est sur la narration. Non mais c'est vrai, c'est intéressant de... donc voilà, donc effectivement c'est intéressant parce que ton ressenti rejoint le ressenti de beaucoup de gens, mais il y a toute une autre catégorie d'individus qui eux ont été très touchés par le propos, et j'ai pas vu beaucoup de films de Burton, je l'avoue, c'est pas un cinéaste qui m'a fait grandir dans ma cinéphilie, mais c'est vrai que Big Fish c'est un film où j'en suis sorti, il y a peu de films où je suis sorti, je pleure dans beaucoup de films, il y a peu de films où je suis sorti en sanglots, où vraiment il fallait me retenir, tu vois. Il y a Coco, de le Pixar, pas le Gad Elmaleh. Ce serait très drôle. J'ai beaucoup souffert, vraiment beaucoup. Relation père-fils aussi, Coco Gad Elmaleh. Donc non, on est là. Il y a Coco, et c'est vrai que Big Fish aussi. J'ai eu du mal à me retenir à la fin tellement. Donc personnellement, émotionnellement sur moi ça a marché. Mais c'est vrai qu'il y a tout un propos de la narration, et là je vais te renvoyer Cyril là-dessus. Qui peut aussi beaucoup plaire sur un plan peut-être de compréhension sur les intentions du film au moins. Donc voilà, Cyril, je te laisse la parole là-dessus. En fait, ce qui est... alors attention, moi ce que je vais parler, je vais parler de ce qui me touche, ce qui m'a touché dans le film. J'ai beaucoup pensé. Gros cerveau. Et grosse intelligence. Et du coup, voilà, j'en ai tiré des petits trucs qui pourraient être intéressants en fait à voir dans le film, mais ce n'est que mon interprétation. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu Big Fish et j'ai fait le truc, enfin j'ai écrit tout le bousin pour vraiment comprendre ce que moi j'adorais. Et après, j'ai vu Ed Wood avec Roman. Et du coup, ça va être intéressant si on n'oublie pas d'en parler. Ça risque d'être intéressant si on n'oublie pas d'en parler. Je vais le noter. Alors, bah, en fait, je suis un présentateur sérieux. En premier lieu, ce que... Cette question du récit, de la narration de soi, en fin de compte, du récit qu'on appelle le récit biographique, hein, donc le fait de raconter sa propre vie et de se reconnaître comme c'est moi qui fais ces actions-là, en fait, elle se passe dans un cadre qui est fantastique. Voilà, donc dans Big Fish, c'est du fantastique. C'est quoi le fantastique ? On va le rappeler, hein. C'est en fait une incertitude entre le réel, donc des phénomènes qui sont étranges, mais qui peuvent avoir une explication réaliste. Scooby-Doo, hein, concrètement. En fait, il n'y a pas vraiment de fantôme, donc c'est réaliste. Et le merveilleux. Mais du coup, c'est toujours une incertitude de « Ah, est-ce que c'est l'un ou l'autre ?» Et comme tu l'as dit, en fait, pour beaucoup, c'était la fin, on a l'impression que c'est ah bah du coup, il a dit des conneries ou il a pas dit des conneries, en fin de compte. C'est vrai ou pas? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que bah du coup, le fantastique, il s'incarne dans le fait que pour Will, ce sont de grosses conneries. Pour Edward, non, c'est la réalité. Et du coup, le spectateur, du coup, je suis dans quel camp? J'accepte Will ou j'accepte Edward, en fait. Et c'est là-dedans qu'en fait, qu'il y a cette tension entre le merveilleux et le fantastique. Ça va être Will qui refuse la narration du père, parce que ça se voit dans les premières minutes. Au début, il est à fond, il fait « Waouh, c'est trop bien, t'as commis des sorcières, des géants et compagnie. T'es sorti du ventre de ta mère, t'as fait un vol plané sur 25 mètres, t'as fait du body surf. On le voit, il est à fond dedans, et au fur et à mesure, ça le déprime, en fin de compte. Parce que c'est toujours la même histoire, il se rend compte qu'il y a un souci. Et quand il revient, tout le film, c'est Will qui dit « Non mais, c'est quoi ta vraie histoire? Je m'en fous de tes conneries, je veux, c'est quoi toi? Qui tu es toi? T'es mon père, t'étais jamais là, donc je te connais même pas.
Et en plus de ça, le peu que je connais, ce sont des histoires qui n'existent pas, ce n'est pas vrai. Et c'est ça en fait que je trouve intéressant, c'est que pour commencer à comprendre le problème qu'il y a entre pourquoi Will ne veut pas accepter la narration d'Edward, c'est parce qu'en fait il y a cette notion de vrai. Il y a cette notion de vrai qui doit être un peu première. C'est quoi ta vraie histoire, je m'en fous de tes trucs. C'est pas que c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas possible. C'est pas que ça. C'est aussi, il y a de la tromperie. Parce qu'au début, Will, il accepte complètement le récit du père, il est émerveillé. Et au fur et à mesure, en fait, il se rend compte que c'est pas possible. Et du coup, c'est un peu comme quand on dit, quand on se rend compte que le Père Noël n'existe pas, on se sent dupé, en fait, compte. Et donc, il n'existe pas. Oui, merde. Oui, alors. Tu m'avais dit de le rappeler, ça. Donc, c'est pas tant que c'est pas vrai qui est problématique, parce que la fiction en soi n'a rien de problématique en elle-même, c'est qu'on la prend pour fiction. Le problème, c'est quand on l'a cru. Et c'est d'être trompé qui nous pose horriblement problème. Ouais, et je pense que c'est vraiment un des enjeux fondamentaux du film, qui est cette importance de la vérité. En fait, je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans Big Fish, c'est que ce qui est vraiment questionné, c'est moins le fonctionnement d'un récit en lui-même que la place de la vérité dans le récit. Est-ce que le récit est nécessairement faux et prend la place d'une vérité, ou est-ce que au contraire, toute vérité est en partie quelque chose qu'on raconte, c'est toujours un peu repris par une subjectivité qui l'interprète, qui se reprend pour soi. Et du coup, en fait, la distinction entre vérité et récit est pas hyper importante. Et pire que ça, en fait, en tant qu'être vivant humain, on a plus besoin du récit que de la vérité en soi. En fait, il y a de ça. En fait, on nous présente deux types de récits. C'est ça qui est super bien dans Big Fish, c'est qu'on a deux récits. On a un récit qui n'est pas là, parce qu'en fait il est toujours en attente, c'est le récit que raconte William. En fait c'est la vie de William qu'on va suivre. On comprend ce qu'il fait, c'est un récit au moment présent, il se met en scène, il fait des trucs. Voilà, ça rentre dans un récit. Et on comprend aussi que c'est aussi le récit qu'il attend de son père, un récit très réaliste. Et on a ensuite un récit qui est complètement merveilleux. Et c'est représenté par deux mondes en fait. Il y a deux mondes en fait. L'espace et le temps ne sont pas les mêmes selon si on est du point de vue d'Edward ou si l'on est du point de vue de Will. Déjà ça m'a mal la linéarité du temps. Le fait que le temps se comporte comme une flèche, ça va du passé au futur, ça passe par le présent et c'est marre. Ça peut pas remonter en arrière, ça peut pas là. C'est une flèche linéaire. C'est ça le temps dans le vrai monde et dans notre monde aussi. Déjà dans le récit bloomien, ça marche pas. Parce qu'il y a la sorcière. La sorcière, elle est vieille au début, ensuite ça devient une jeune fille au milieu, puis après ça devient une femme qui, voilà, c'est tout à fait la cinquantaine. Donc déjà, on a des gens qui sont vieux, qui rajeunissent, qui revieillissent, voilà, des gens on comprend pas. Au tout début, quand Edward est enfant, en fait, il doit aller voir une sorcière et on dit qu'elle a un œil de fer et que si tu regardes dedans, tu vois comment tu meurs. Et Edward, il se dégonfle pas, il y va, puis il demande comment je vais mourir. Parce que ça le rassure, parce qu'il peut se dire, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je sais que je vais pas mourir. Donc on parle vraiment de fatalisme, quoi. C'est même pas du déterminisme ou selon une cause. Du coup ça change. Non. Quoi qu'il arrive, ça va passer comme ça. Donc et il le voit et il fait d'accord. Et plusieurs fois en fait, il va faire non, c'est pas comme ça que je meurs. C'est ça. Ce qui est rigolo, c'est que contrairement à la plupart de ses copains ou de la plupart des gens, comment on réagirait, quoi. C'est de se dire, oh, mon Dieu, je vais mourir comme ça. Lui, sa réaction, c'est cool, comme je meurs comme ça. Ouais. Et donc du coup, après, quand il se retrouve dans une situation horrible, on peut imaginer, je sais pas, j'invente complètement une scène qui est pas dans le film, mais genre si sa voiture est en train de prendre feu, c'est pas grave. Non, mais alors déjà sa voiture, elle tombe dans un lac à un moment donné. Il panique pas du tout. Non, il en profite pour voir une sirène. Et il se fait attaquer par des arbres. Donc on a vraiment genre un plan à la Blanche-Neige. Tu sais, le truc que tout le monde, des araignées, tout ça. Il se prend partout. Il fait mais c'est pas comme ça que je meurs. C'est bon, tout va bien. Et il repart. Voilà. Et pareil, il rassure son fils. Non, c'est pas comme ça que je meurs. Donc voilà. Et il refuse de dire comment. C'est ça qui est assez intéressant. Et c'est peut-être ça qui joue sur la confusion du fils aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être pas tant le fait que l'histoire soit réaliste ou pas, que comme la temporalité de l'histoire est complètement va dans tous les sens et que il y a des trucs complètement comme ça, un fatalisme mélangé à une temporalité complètement décousue, en fait l'histoire du père, c'est pas qu'elle est pas réaliste, c'est qu'elle est imbitable. Mais c'est même pire que ça, parce que regarde, on a un fatalisme, genre quoi qu'il arrive, il va mourir, donc ça veut dire que tout est écrit, ça veut dire que le futur est déjà, en fait, le futur est déjà passé. Donc, encore une fois, la linéarité, ça fait... Et même là, il arrive à une ville de spectres. Au tout début,
Et on a l'impression en plus qu'il le fait sur un coup de tête, quoi. Ah bah tiens, je vais jamais passer par, je vais jamais revenir. Il y a un chemin, je vais l'emprunter. Et il tombe sur Spade comme par hasard. Et là il y a le maire qui lui fait, ah, tu es en avance. Et là je vous fais chier avec le fatalisme. C'est quoi le fatalisme? Sur quoi qu'il arrive, voilà. Puis là le gars il dit non, t'es en avance. C'est-à-dire que même le fatalisme en fait on s'en fout. Et plus tard il va y revenir puis il fait, ah, là t'es en retard. Donc en fait on s'en bat les couilles du temps. Non mais c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il place des trucs. Et il est ultra libre. C'est ça qui est génial avec le récit d'Edward, c'est que Edward est super libre dans sa façon de raconter ça, parce que il place des trucs et il s'en fout et il revient dessus. C'est la mythologie grecque, quoi. On fait des contradictions, on s'en fout. C'est le récit arthurien, on s'en fout. Et c'est aussi le style Matt Burton, hein, quand je citais l'exemple du pingouin dans Batman, dans machin. Bah ouais. Parce que Burton construit un film comme ça, quoi. C'est-à-dire que enfin, faut jamais poser la question à Burton comment fonctionnent les machines dans les doigts en main d'argent. Elles sont juste fabuleuses, c'est tout. C'est des machines magiques. C'est pas ça qui l'intéresse. Elles sont même pas fonctionnelles, on s'en fout. Ah ouais, non, parce qu'on n'a pas le compris. propos. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit que en fait, Will, le fils du coup, grandit avec un père qui déjà n'était pas là. Et en plus de ça, quand il raconte son histoire, il raconte un monde qui a une spatio-temporalité complètement différente de la sienne. Donc même dans le monde du père, il n'existe pas. Et c'est ça le problème, en fin de compte. C'est pour ça que Will souffre énormément. C'est parce que, en fait, il est même pas intégré parce que c'est pas possible. C'est pas le même monde. Et en fait, tout l'enjeu qu'il y a chez Will, c'est d'intégrer le récit du père dans un monde qui est commun. Et Will souffre énormément de ne pas être dans ce monde commun avec son père. Et ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, on a cette incompatibilité entre le vrai et le fictionnel, parce que Will se fait complètement rejeter. Et en fait, ça va se résoudre par l'émotion. Tout ça va se résoudre à la fin. Ça va se résoudre à la fin, en fait. Quand, en fait, à un moment donné, Will apprend que son père a fait une attaque. Du coup, il va à l'hôpital. Le père est sur le lit de mort, quoi. Voilà. Il est sur le lit d'hôpital. Et Will va se rendre compte d'un truc, c'est que le vrai, c'est le rationnel, c'est le logique. C'est ça dans le vrai. Et il se rend compte que c'est pas supérieur à. Et ça, il s'en rend compte, c'est rigolo, il s'en rend pas compte avec une équation. Genre, il se dit, en fin de compte. Non, il s'en rend compte parce que son père est en train de mourir. Donc c'est par l'émotion qu'il se rend compte que, en fait, peut-être que depuis toujours, la porte est ouverte et c'est moi qui voulais pas y aller. Parce que Edward a toujours dit, non, si, c'est ça ma vie. Accepte-le et rentre dedans, c'est cool. Hein. Moi, j'ai jamais dit que ton monde était mieux que le mien. Hein. C'est toi qui fais que ton monde est mieux que le mien, mais moi, le mien, il est très bien. Moi, je veux mon monde. Hein. Et en fait, Will accepte du coup de raconter la dernière histoire de son père. Et donc, en fait, il se prend en faisant ça. Donc, c'est très fort parce qu'en fait, il raconte le récit d'un autre pour bien marquer j'accepte ton récit de toi. En fait, j'accepte complètement ta vie, ton récit biographique. Et c'est pas grave que ce soit pas réaliste. Mais je pense que c'est vraiment je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que c'est vraiment le point que le film amène à questionner. Peut-être qu'il le fait pour rejoindre aussi Roman, peut-être qu'il le fait parfois de manière un petit peu maladroite, peut-être que Burton n'a pas tous les outils pour traiter ça de la manière la plus intelligente ou de la manière la plus poussée, mais ça pose une question fondamentale qui est à quoi sert un récit, et je pense qu'en fait le meilleur moyen de comparer, c'est de voir ça à l'échelle globale en fait. C'est-à-dire que quand on raconte l'histoire d'un pays, quand on raconte, chaque fois on dit par exemple pour appartenir à une nation, c'est l'histoire, je sais pas du tout dans le discours de facho, machin, mais non, c'est pour dire en général... On raconte un récit pour que les gens aient un truc commun auquel se rattacher. Ouais. C'est l'histoire d'une institution, l'histoire d'un groupe, l'histoire d'un machin. C'est ok, tout le monde se rattache à ce récit-là. Et effectivement, il y a un peu cette dualité entre... Mais attends, les gens partagent tous un truc en commun, c'est la réalité et la vérité. Ça, c'est pareil pour tout le monde, c'est objectif, on devrait se baser là-dessus. Et en même temps, c'est pas ce qu'on fait. Comme la réalité, elle peut être décevante, elle peut être clivante, c'est parfois plus simple de se créer un récit commun sur lequel tout le monde va être d'accord, même s'il est faux. Mais c'est complètement... En fait, c'est un pseudo argument, le fait de dire que ce soit commun, parce que en soi, en vérité, personne ne voit le monde tel qu'il est. On a tous des a priori selon d'où on vient, selon notre classe sociale, selon notre genre, selon notre orientation sexuelle, selon l'époque d'où on vient.
on voit même pas le monde tel qu'il est et on nous dit non, c'est la vérité. Et ce qu'il y a de bien avec Edward, c'est que Edward est profondément libre, il est tout à fait en paix avec ça, totalement libre. Ça m'intéresse même pas vos querelles, je fais mon monde à moi et à partir du moment où je vous fais pas de mal, je ne viendrai pas vous dire c'est quoi le vrai truc parce que ça n'a aucun sens. Mais c'est là où sur le fond, j'ai rien à dire vis-à-vis de ça, parce que je pense que ce serait mentir, quoi, dire que Big Fish ne raconte pas ça. Par contre, ouais, là où moi je vois une limite à ça, c'est que comme moi, mon rapport à Burton, si j'ai jamais été un ultra fan de Burton, c'est parce que selon moi, ça a toujours été plus un directeur artistique qu'un narrateur, en fait. Et donc là, on a un immense film sur la narration, le pourquoi on se raconte un récit, tout ça. Or, c'est fait par quelqu'un qui est pas bon narrateur selon moi. Ce qui fait que du coup, l'aspect émotionnel, il marche pas des masses avec moi, quoi. Et le second point, c'est aussi sur la notion de point de vue, quoi. Parce que le film, comme vous le disiez, quoi, le film, il adopte le point de vue de Will, de l'enfant. Sauf que moi je constate, enfin c'est l'impression que j'ai quand je regarde, c'est que lui Burton il fonctionne comme le père. Burton c'est quelqu'un qui s'en fout de la cohérence des histoires, qui est très en paix aussi avec cette notion là, et donc du coup quand je regarde Big Fish, j'ai une émotion qui marche pas parce que je vois Will comme une marionnette à propos, plus que comme un être humain. La souffrance que ressent Will à ne pas être intégré dans le récit, je la ressens pas parce que Burton passe plus de temps avec Ewan McGregor parce que ça l'amuse plus que parler de ce dont souffre Will, en fait. Et donc c'est là où j'ai aussi des petites limites, en fait, sur Big Fish, en fait, et où je comprends parfaitement que ce que dit le film, c'est pertinent dans ces points-là et que c'est touchant, mais quand je me remets le film en me disant bon allez, cette fois-ci je vais peut-être l'aimer quand même, cette fois-ci je devrais, quoi, et il y a ça qui m'en empêche, en fait, parce que quand on arrive dans le point de vue de Will, je trouve pas ça hyper bien filmé, je trouve ça un peu moche, je trouve que ça marche pas. Alors est-ce que c'était une volonté de mettre, le vrai monde de Will, il est un petit peu plus terne, un peu plus triste parce qu'il se ferme au fantastique? Je sais pas, mais en tout cas, ouais, moi je sais qu'il y a des trucs qui coincent là-dedans, quoi. En fait, on en avait parlé, on était plutôt d'accord dessus, donc oui, il y a une façon de filmer qui est radicalement différente, la photo c'est pas la même et compagnie, et ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait le voir en mode, ouais, on sent qu'en fait, Burton parle de lui, en fait, il fait, est-ce que vous voulez bien m'accepter, en fait? On sent qu'il y a un souci, en fait, dans sa propre vie, et est-ce que vous pouvez m'accepter comme je suis? Genre, je sais pas si c'est passé, si son père l'avait pas accepté ou quoi, mais en tout cas, il y a vraiment c'est pour ça on sent qu'il y a une distance avec Will, parce que Will, c'est plutôt les autres. C'est les autres, vous êtes pas comme moi, et j'ai l'impression que vous voulez pas m'accepter, mais regardez ce que je fais, je fais de mal à personne. Ça, on tombe un peu là-dedans, en fin de compte. Mais après, c'est vrai que la fin dénote, parce qu'avec l'enterrement, ce qu'il y a de bien avec l'enterrement, c'est que pendant longtemps, moi au début je le voyais comme donc c'était Will qui avait raison, parce que le géant, en fait, il fait 2m30, les siamoises ce sont des jumelles, voilà, et on peut se dire c'est ultra réaliste, donc c'est Will qui avait raison. Donc c'était un conteur merveilleux, un poète qui est disparu. Non, pas du tout, en fin de compte, je me suis rendu compte qu'on pouvait l'interpréter complètement différemment, qui est de dire, oui, Will accepte le récit de son père, par contre, son père est mort à l'enterrement, donc il n'a pas lieu de voir le monde comme son père. Alors c'est pas comme ça que je vois la fin, personnellement. D'accord, vas-y. Non mais c'est intéressant parce que je m'attendais pas à en parler, mais c'est pas comme ça que je comprends la fin. En fait, la façon dont je le vois, en fait, je vais mettre le mot dessus comme ça on va voir. Will accepte le récit de son père. Ok, donc on a le propos sur l'acceptation, il a accepté la relation de son père. Par contre, il n'a pas eu de se confondre dans lui. Il est toujours son monde à lui, et c'est peut-être ça, c'est la relation plus ou moins saine qui est de oui, mon père voyait des sirènes, voyait des machins, moi je vois pas ça. Et c'est très bien comme ça, parce que du coup, si on me demande qui était mon père, je pourrais raconter cette histoire comme il me l'a raconté, très en paix. Par contre, moi je vois pas ça. Mais alors, je comprends, et c'est pas que je suis en désaccord avec ça, c'est que pour moi, la fin, c'est... Donc, on a l'enterrement du père, où il a accepté que, en fait, depuis le début, la porte était ouverte, c'est lui qui est pas rentré, et maintenant qu'il s'est délivré de la charge de la vérité, de la rationalité, il est prêt à être dans un monde commun avec son père, donc il est en paix avec ça. Et je trouve que la fin, c'est une récompense pour Will d'avoir fait ce pas, parce que toutes les personnes qu'on voit qui viennent à l'enterrement, qui étaient donc les personnages secondaires du film, qui ont jalonné la vie du père,
sont effectivement des gens normaux qui ont été fantasmés, mais ils ont tous en commun d'avoir aimé participer au monde du père. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, ils se sont tous dit, ma vie a été plus belle parce que je suis rentré dans son monde, il m'a imaginé, ça m'a fait du bien d'avoir du fantastique à travers sa vision, et donc on a tous aimé cet homme, peut-être même à l'inverse du fils en fait. En fait, eux, ils ont tous aimé l'homme qui vient de mourir parce que ils sont entrés dans son monde, et dans son monde, ils étaient beaux. Oui. Et Will, qui n'a jamais fait ce pas-là, qui vient de le faire, bah pour la première fois, son monde est plus beau parce qu'il a accepté le monde de son père, et il est beau dans le monde de son père. Et en fait, c'est comme ça que je vois la fin. C'est la récompense du... Mais tu vois, t'as bien fait de faire un pas dans ce monde-là, parce que dans ce monde-là, on est tous un peu plus que ce qu'on est, et on aime ça, et on est beau dans ce fantastique-là. Mais Du coup, c'est un peu la récompense. Mais Tu c'est vois. pas incompatible, hein. Je pense que Bien sûr. on peut vraiment totalement faire les deux en fait. Will ne voit pas les yeux moises, par contre tout le monde a accepté. En fait, il faut dire que tous les gens qui sont là sont des gens qui étaient déjà très en paix avec ça. Ouais, Et mais qui étaient très, très heureux de faire ça en fait. Mais pour moi, c'est pas genre il avait son monde et j'accepte que c'était son monde, mais je garde le mien. C'est j'accepte que les deux se rejoignent, que chacun fasse un pas et que les deux se mélangent parce que comme eux l'ont fait, ben eux leur monde est devenu plus beau. Donc tu vois, c'est pour moi, il fait quand même un pas vers le père plus grand que ce que je comprends que tu proposes. Parce que pour moi, c'est ok, si j'accepte de faire rentrer ça dans le mien aussi, ben comme eux, je vais être plus heureux, je vais me trouver plus beau. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que à la scène de fin, à toute scène de fin, ça se passe dans la piscine, est-ce qu'il y a le poisson? Oui, on voit le poisson. Bah, le du poisson. coup, C'est-à-dire en que la fait, ça scène de serait fin, exactement ça. En fait, ça serait, en fait, au début, ce que je dis, ça marche, c'est que j'accepte. Par contre, c'est le mien. Mais en voyant que les autres sont très heureux, ça, à la fin, c'est pour ça qu'à la fin, on a le poisson. Ouais, Ce petit moment parce que la merveilleux. dans la le- scène de fin, c'est là où j'ai chialé mais comme une gamine. Parce que justement, juste après l'enterrement du père, on voit que Will est devenu papa. T'as le gamin qui raconte l'histoire du géant. Les autres gamins ne veulent pas le croire. Ils se retournent, mais ah oui, c'est vrai, papa. Et oui, ça l'est. Donc Will dit si, c'est vrai, il y avait un géant. Et donc du coup, ah bah vous avez vu. Et là, il y a un petit panneau sur la piscine et le poisson passe en fait. Donc c'est ça quoi. Il y a ce côté, oui, maintenant. J'ai compris que l'héritage de mon père, c'est ces histoires fabuleuses, quoi. Et alors, justement, peut-être... Enfin, je vous donne la parole à vous deux, bien sûr, mais... ces éléments-là qu'on vient de citer, la différence entre récit et réalité, le fait qu'on a besoin du récit pour se développer, pour avoir un monde commun, mais même s'il nous est très personnel, etc., c'est des thématiques qui sont très importantes chez Burton, qui étaient déjà chez Ed Wood. Enfin, dans le film Ed Wood. Ouais. Enfin, peut-être chez Ouais. Ed Wood la personne, mais en tout cas dans Non, le film non, Ed mais Wood. dans le film, ouais, Et du coup, bah, j'ai fait mon travail, j'ai noté. Donc du coup, enfin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton analyse Non, mais justement, c'est ça qui était rigolo, c'est qu'il me fait, mais je lui explique, ouais, je lui ai déjà expliqué tout ça, je lui explique à Roman. Tourne un café, sans Puis il me micro. fait, ouais, Voilà. puis il me fait, ouais, d'accord, mais ça, c'est déjà chez Ed Wood. Ouais. Pardon. Et Alors, du coup, on dit pardon. on peut peut-être, pour mettre en perspective Big Fish, C'est ça. peut-être parler un peu du rapport avec Ed Wood et pourquoi, voilà, en quoi c'est des thématiques importantes chez Burton, et peut-être pourquoi là, qu'est-ce qui a fait que sur Ed Wood ça a mieux marché. Ah bah ouais, c'est-à-dire que moi, dans la liste des trucs qui fait que Big Fish, j'ai jamais été chaud et enthousiaste avec ce film-là, c'est qu'en fait, avant il fait Ed Wood, alors j'ai plus la date exacte de la sortie d'Ed Wood, mais je crois que c'est un truc comme 95. Moi j'aurais dit 95. Donc je vois notre cher Alexandre 94. 14, voilà. On Ben, était, on voilà. était au milieu, voilà. 94. En fait, ce qui se passe en 94 pour Burton, c'est que là, son succès commence à grossir, parce qu'il a le méga carton de Edward, il a fait les Batman, tout ça, mais Tim Burton, c'est un weirdo, quoi. C'est le type, il a une forme d'autisme. Il a toujours été un peu comme un freak dans son quartier. D'un point de vue boulot chez Disney, je vous invite à voir des archives de Burton quand il bossait chez Disney, c'est quand même formidable. Par un mec qui se pétait les dents pour faire gicler son sang sur les producteurs tellement il les aimait pas. Enfin donc, voilà, Tim Burton, c'est un freak, quoi. C'est quelqu'un comme ça. Et il se dit, son cinéaste préféré à Tim Burton, c'est Ed Wood. Alors Ed Wood, c'était un cinéaste dans les années 30 et 40 qui a été nommé, pas à juste titre du tout, mais bon, qui a eu la réputation d'être le pire réalisateur de l'histoire du cinéma. Et il a fait un film qui s'appelle Plan 9 from Outer Space, qui est connu chez les fans de nanar, et qui pendant des années a été considéré comme le pire film de l'histoire du cinéma.
c'est le cinéaste préféré de Burton. Mais parce que Burton avait les VHS petits, et avec son regard d'enfant, il adorait ces films-là, mais premier degré, et il a jamais compris mais... Enfin, comment ça, c'est le pire. Et du coup, commence à naître un truc très bizarre chez lui, c'est-à-dire que son film est numéro 1 au box-office, on en parle comme d'un petit génie, mais quand on lui demande c'est qui votre cinéaste préféré, il dit c'est le dernier de la classe, en fait, donc je comprends pas pourquoi. Et donc, il va commencer à réfléchir à faire un film sur Ed Wood. Et en fait, moi, ce que j'aime énormément chez Ed Wood, donc le film Ed Wood, c'est que donc on va parler du cinéaste, de comment il a fabriqué ses films, comment il était à part à Hollywood, comment il était à part aussi dans la société parce que Ed Wood était travesti, en fait, il se travestissait, donc et on voit des scènes comme ça où sa copine comprend pas, où elle dit du coup t'es gay, et lui non, juste j'aime porter des habits de femme, enfin, donc il y a tout ça dans le film Ed Wood, mais ce qui est formidable dans le film Ed Wood, c'est que Burton va s'en tenir aux faits. C'est un biopic. Par contre, la mise en scène, le montage permet quand même le merveilleux. C'est-à-dire que quand Ed Wood rencontre Bela Lugosi, donc Bela Lugosi c'était l'acteur qui jouait Dracula dans les années 30, et Ed Wood a fait des films avec Bela Lugosi. Comment Burton va mettre ça en scène, il va pas filmer Bela Lugosi l'acteur, il va filmer Dracula quoi. Et en fait... C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il te montre l'envers du décor des films d'Ed Wood, il va te montrer tout l'arrière-boutique du magicien, mais il te montre ça en te disant « Non, mais on s'en fout parce que ça aussi c'est beau. » Ça aussi c'est beau en fait, et le fantastique il va marcher quand même. Et du coup tu te retrouves avec des scènes où sur le papier ça devrait être ridicule as fuck, parce que tu te retrouves, enfin moi il y a une séquence dans Ed Wood que j'aime énormément, où on voit, donc c'est Johnny Depp qui joue Ed Wood, et on le voit mettre en scène une scène d'un de ses films catastrophes, et donc il demande à Bela Lugosi, il fait voilà viens, donc là il y a un poulpe géant, il t'attaque, donc tu te mets dans la piscine, parce qu'il y a une petite piscine, tu vois, donc il met sa caméra, et surtout tu fais comme si le poulpe t'attaquait, donc tu te retrouves avec un vieil homme dans une piscine qui doit faire gigoter les trucs d'un poulpe en train de se faire attaquer, sauf que là la musique de Danny Elfman va devenir inquiétante, et on voit Johnny Depp qui a une expression de terreur parce que le vieil homme se fait attaquer par le poulpe, et en fait la scène elle marche quoi, la scène elle marche, c'est-à-dire que quand elle arrive, quand elle commence, tu vois la piscine, tu vois le poulpe, tu fais oh, mais dans quelle galère ils sont encore mis ce pauvre Ed Wood, enfin, c'est pas possible, son film ça va être de la merde, et d'un coup la scène elle marche, t'es ému. Et ce qui fait que quand il diffuse son film pour la première fois dans une salle de cinéma et que tout le monde se moque de lui, t'as mal au cœur, quoi. Je fais, ouais, mais merde. Le film il est peut-être pas bien, mais on a mis des sentiments dedans, quoi, merde. C'est ça, mais en fait, ce que m'a appris Ed Wood, c'est que, parce que tu me disais, dans Big Fish, moi je ressens pas le délire. En fait, on veut nous faire croire que Will doit accepter le monde du père. Et il me fait, et Roman me fait, mais il le fait dans Ed Wood, en plus il le fait encore mieux, parce que c'est toi, spectateur, qui va le faire. Tu vas accepter le monde d'Ed Wood. Et moi, je me retrouve avec un film qui est normalement est réaliste, parce que voilà, ça se passe dans le réel, enfin, dans un monde réel, ça. Et moi, j'ai vu Dracula, et moi, j'ai vu le manoir de Dracula. Non, c'est une petite baraque de merde dans une banlieue qui fait 30 mètres carrés, truc. Ah oui, et mais j'ai vu le manoir de Dracula, j'ai vu la pieuvre attaquer. Tout ce que j'ai vu, je l'ai vu au travers des yeux d'Edward. Et c'est ça que je trouvais incroyable, c'est que là, on s'en fout du récit, on le dégage. Ce qui compte, c'est encore plus fort là, c'est que Burton nous fait un truc qui est, il arrive à nous faire avoir le souci de l'autre, mais dans le sens où je vois le monde à travers les yeux de l'autre. Et j'ai tout compris. Et donc, Ed Wood, c'est merveilleux. Ouais. On est dans un monde qui est fantastique parce que techniquement c'est dans la réalité, et pourtant j'ai vu plein de trucs merveilleuses. C'est ça en fait, et c'est vraiment c'est le seul truc moi qui me manque quand je regarde Big Fish en fait. C'est juste ce moment-là qui aurait pu, alors avec Desi on met pas rien en bouteille quoi, mais voilà, qui aurait pu être que le début soit un peu terne, un peu tristoun, et que progressivement on se dise, c'est ça que j'aurais aimé en fait en tant que spectateur habitué au film de Burton. Je me dis, le film Big Fish que j'aurais aimé voir, ouais, c'est ça. C'est un film Big Fish où, au bout d'une heure, en moi commence à naître un « et si ?» S'il y avait vraiment des Siamoises, et s'il y avait vraiment la guerre et tout. Et à aucun moment j'ai ce « et si » en fait. À aucun moment j'ai... Et à la place, ouais, j'ai des blagues qui me font pas rire, j'ai un imaginaire auquel j'y crois pas trop, et voilà, j'ai un film qui marche pas trop, quoi. Donc... Non, mais c'est ça qui est vraiment super impressionnant, parce que Burton va faire un truc qui est génial, c'est qu'il nous arrive à nous faire voir du merveilleux
nous, spectateurs, on n'est même pas obligés. Il arrive même pas à faire voir un personnage fictif le monde merveilleux de son père. C'est ça qui est génial, c'est que dans la façon dont c'est raconté, quand c'est mis en scène, on se pose pas la question de ah tiens, peut-être que non, voilà, c'est. Mais parce que dans Big Fish, encore une cette fois. dualité existe toujours, quoi. Et encore une fois, dans Big Fish, c'est une piste, hein, c'est une interprétation. On pourra me dire, s'il y a des fans de Big Fish là, dans les commentaires, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, quoi. Mais parce qu'encore, moi, moi, je crois fondamentalement que Burton, c'est un directeur artistique plus qu'un narrateur. Et Big Fish, pourquoi ces films-là, qu'est-ce qui s'est passé là de si terrible avec ces derniers films? Qu'est-ce qui s'est passé de si terrible avec La Planète des Singes? C'est que c'est de la SF, c'est pas du fantastique en fait. Et La Planète des Singes, c'est un blockbuster, il y a un cahier des charges à respecter, il y a des trucs que t'as pas le droit de faire. Ça, c'est terrible pour lui. Et Big Fish, on lui dit quoi? On lui dit, bah, t'as le point de vue de Will, donc tu dois enlever tes marottes, en fait, tu dois enlever ce qui fait toi. Oh, c'est dur pour lui, c'est dur. Alors qu'avec Ed Wood, c'est l'univers dans lequel il a grandi, Burton, donc il s'en fout, il est chez lui. Il est chez lui, donc il peut faire cet exercice de style, de t'apprendre à voir un manoir hanté alors que c'est qu'une maison de banlieue. Il peut se le permettre, parce qu'il est chez lui. Alors que Ed Wood, eh ben ouais, je vois un film endeuillé, je vois... Big Fish, pardon, merci. Big Fish, ouais, je vois un Tim Burton endeuillé, je vois un Tim Burton qui du coup n'est pas dans sa zone de confort, et ça aurait pu être, par contre, s'il avait réussi, à mon sens, parce que du coup, encore une fois, il y a des gens qui trouvent qu'il a réussi, mais à mon sens, s'il avait réussi, oui, du coup, oui, là c'est un cinéaste monstrueux. Or, je le vois pas comme ça, Burton. En fait, pour juste donner un dernier mot, mais moi le film me touche énormément parce que je vois ce qui est dit, mais je pense que ça aurait été une réussite totale si Burton avait fait ce qu'il, je pense, il voulait faire dans ce film et qu'il n'a pas pu faire puisque c'était une adaptation, c'était inverser les rôles. Je pense que le film aurait été un grand chef-d'œuvre si ça avait été le fils qui, sur le lit de mort de son père, lui dit « Mais papa, j'ai besoin qu'avant que tu partes, t'acceptes mon monde fantastique et que tu sors de la réalité. » Parce que je pense qu'au fond du cœur de Burton, c'est très psychanalytique ce que je fais, c'est peut-être des conneries, hein. Je pense qu'au fond du cœur de Burton, c'était plutôt merde, je viens de perdre mon père, et il a peut-être jamais accepté le monde dans lequel j'étais. C'est possible, hein. Je pense que Burton, au fond de lui, il y a toujours eu la figure du freak, Edward, etc., qui cherche l'acceptation des autres, mais pas en se transformant, c'est plutôt en amenant les autres dans son monde à lui. Et je pense que fondamentalement, le film que Burton voulait faire, c'est « Mais papa, accepte mon monde ». Et là, il se retrouve à faire l'inverse, et je pense que du coup, il y a des maladresses qui viennent de ça, qui font qu'on trouve que ça marche ou pas, quoi. Il me semble que l'enjeu est là, quoi. Mais et en plus, l'enjeu, c'est totalement ça, hein. T'as parlé d'Edward. Alors déjà, c'est quand on parle de Tim Burton, c'est un cauchemar, parce que quasi tous ses héros s'appellent Edward, donc c'est chiant. Mais donc t'as parlé d'Edward, j'imagine Edward aux mains d'argent. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et Edward aux mains d'argent, c'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui a quand même des mains en ciseaux, et quand son père, donc Vincent Price, son créateur, lui propose des vraies mains, il les refuse, et la réaction de Vincent Price, c'est de mourir. Donc, donc c'est littéralement l'histoire d'un père qui meurt parce que son fils n'est pas comme il veut. Donc il y a toujours eu ça dans le cinéma de Burton. Bon bah messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces analyses. J'espère que nos auditeurs auront apprécié cette analyse du film et le fait qu'on ait aussi des avis un peu divergents. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Bah avec plaisir. Hein. Et puis vous aussi qui nous écoutez, on espère vous retrouver très bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours à nous écouter, à nous rejoindre, ça nous fait extrêmement plaisir. Si vous voulez nous montrer ce soutien d'une autre manière, vous pouvez aller nous soutenir sur notre page Tipeee ou Ko-fi. On est en période de transition. Voilà. Et puis évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et on a également une chaîne YouTube, si vous nous découvrez autrement, sur laquelle on a d'autres formats que vous pouvez aller découvrir. Tout à fait. Merci beaucoup. Bah merci à toi, merci à vous deux. Et puis passez une bonne journée et prenez soin de vous. Salut. Merci. Vous prenez pour un con, non? Pas du tout. Les poissons, eux, en revanche, vous prennent certainement pour un con. Enfin, les poissons sont assez cons eux-mêmes, donc... Ouais, ça compte pas. Non.